Les mineurs, ils sont aussi bullish sur Ethereum parce que c'est ça leur revenu et je pense pas qu'ils vont vendre tout leur Ether. Et donc, en fait, ils ont tout intérêt dans la réussite de la blockchain Ethereum. Très difficile de dire, mais je ne pense pas, en fait, que les mineurs vont empêcher un upgrade qui est dans la faveur de tout le monde, de tous les utilisateurs, sauf les mineurs. Et ce revenu, il ne date que d'il y a quelques mois. C'est très dommage, en fait, de pénaliser tout le monde et de faire que d'autres blockchains comme une Binance Chain ou d'autres forks d'Ethereum vont attirer d'autres utilisateurs et ils seront out anyways. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je reçois Mounir de l'agrégateur Paraswap. Au programme du jour, les EIP d'Ethereum, avec en ligne de mire bien sûr l'EIP 1559. Comment mettons à jour une blockchain comme Ethereum? Qui décide des EIP? Et que changera ce fameux EIP 1559 donc, qui pourrait notamment faire d'Ethereum une blockchain déflationniste. C'est ce que nous verrons tout au long de cet épisode avec Mounir donc, et on parlera également en fin d'épisode des Layer 2 et de Paraswap. Mounir, merci de nous rejoindre sur cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Ouais, alors moi, je suis Mounir, fondateur de Paraswap. J'ai un background technique. J'étais développeur avant et Paraswap, je l'ai fondé il y a bientôt 2 ans. Paraswap, du coup, qui est un agrégateur de transactions sur Ethereum, si je dis pas de bêtises. Si c'est comme ça qu'on le Exactement, qualifie. ouais. Exactement. C'est un agrégateur qui permet aux traders, aux wallets ou toute application en fait à travers notre API de permettre l'échange de crypto DeFi en général. Mais après tout token qui est sur Ethereum. L'idée c'est qu'on est connecté à plusieurs exchanges décentralisés bien sûr et des protocoles de lending comme Aave et Compound. Permettant aussi de trouver un taux qui est au pire aussi bon que le meilleur prix du marché. Mais le but, en fait, c'est de battre le prix du marché. C'est de délivrer un prix qui est meilleur que le marché en combinant de la liquidité de plusieurs exchanges. Donc, c'est ça le but. On vient chez Paraswap pour les mêmes raisons qu'on ira chez un Expedia ou un Kayak pour avoir un coût d'acquisition, un prix d'achat qui est favorable. Ok, on en parlera tout à l'heure un peu plus profondément quand on abordera un peu le sujet des Layer 2. Et tout de suite, on va parler un petit peu des EIP sur Ethereum. Première question, comment on met à jour une blockchain comme Ethereum, justement? Alors, c'est sûrement, c'est pas spécifique à Ethereum, mais à toute blockchain, à tous les grands blockchains au moins, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les forks, un qui s'appelle des soft forks et un hard fork. Sans entrer dans les détails, mais les soft forks, il est compatible. Les versions, il n'y a pas besoin de mettre à jour les logiciels qui font le mining et les wallets, etc. Les hard forks, ça entraîne des changements qui sont beaucoup plus conséquents. Et donc, ça demande aux mineurs, typiquement, et aux nœuds, ce qu'on appelle les full nodes, de remettre à jour le logiciel. C'est ça, les hard forks. Donc, comment ils se font? En général, c'est du nouveau code qui arrive sur ce qu'on appelle les clients Ethereum et qui vont créer des nouvelles règles. Et généralement, les hard forks, c'est des règles qui sont en rupture avec les précédentes. Par exemple, là, sur le IP 15559, il crée encore, pas ce EIP, mais voilà, cette mise à jour qui s'appelle Berlin, pardon, elle crée des nouvelles règles qui vont faire que tout le monde devrait s'adapter et devrait mettre à jour. Et ceux qui vont pas mettre à jour, ils vont dévier de la blockchain. C'est ça, en fait, le hard fork. Ok, et avant ça, du coup, il y a ce qu'on appelle l'EIP. Est-ce qu'on peut, du coup, 1559 en l'occurrence pour dont on parle beaucoup en ce moment, qui peut décider d'un EIP et ensuite qui le vote, cet EIP? Alors, en fait, il y a les propositions. Tout le monde peut faire une proposition. Il suffit d'aller sur un forum et un GitHub pour mettre une proposition. Il faut avoir du soutien, c'est-à-dire des gens qui vont participer en fait. Déjà, il faut écrire du code en fait pour mettre en place un EIP. C'est en général une proposition d'amélioration du protocole. C'est Ethereum Improvement Proposal ou protocole, comme certains gens l'appellent, généralement proposal. C'est généralement accompagné de code
qui va en fait être implémenté sur les clients. Parfois, c'est pas du code, parfois c'est de l'architecture qui est censée être implémentée dans les clients Ethereum. Voilà, c'est-à-dire il faut avoir ce IP, il faut avoir suffisamment de soutien de la communauté Ethereum et surtout les corps développeurs, ceux qui vont implémenter le code ou bien écrire le code de l'architecture qui a été proposée. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut être rapide. Par exemple, il y a ce IP 15759, il y a aussi un autre IP qui propose l'arrêt de certaines features de la blockchain Ethereum qui vont tuer ces GST2, ces Chi tokens, tous ces gas tokens. Ça a été proposé par Vitalik. Il a mis en fait ce qu'il fallait changer dans les clients Ethereum. Donc en fait, il se peut qu'ils vont désactiver certaines features bientôt. Et ça, voilà, c'était une proposition par Vitalik. Il a eu beaucoup de soutien, c'est-à-dire des gens qui ont voté pour sur GitHub et sur les forums. Ensuite, il y a souvent des calls des corps développeurs. Ça, c'est un call qui se fait chaque semaine et ils discutent en fait de ces propositions jusqu'à un moment où ils se décident est-ce qu'ils vont inclure tel GIP dans tel hard fork ou fork ou hard fork, comme c'est le cas de ces GIP en question dont on parle. D'accord. Et après, c'est tout un travail du coup de code entre les différents développeurs pour pouvoir mettre à jour cette blockchain qui ensuite du coup est mise notamment sur la mise à jour Londres là pour le IP 1559. C'est ça en fait. L'idée c'est que les clients, les GEF et les Open Ethereum et tous les autres, il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils suivent, c'est-à-dire qu'ils implémentent ces changements. En général, ils sont assez actifs, ils participent à tous ces calls. Et si la communauté Ethereum, les corps développeurs décident de quelque chose, ben, c'est qu'ils vont l'implémenter en général. Et juste avant ça, du coup, il y a quand même un vote de la part de ceux qui ont de l'Ether pour que ça passe à la majorité. Il y a quelque chose comme ça, non? Non, non, justement. Alors, Ethereum, il n'a pas du on-chain governance, comme ce qu'on peut voir, par exemple, chez Tezos. Tezos, c'est une blockchain où on peut voter on peut voter sur la décision. Et une fois que le vote, il passe, la décision, elle sera déployée automatiquement en production. Ce qui n'est pas le cas sur Ethereum. Ethereum, c'est plutôt un consensus, bien, si tu veux, c'est du consensus off-chain, ou bien c'est du vote off-chain. Après, en général, les corps dev arrivent à bien s'entendre et s'ils s'entendent pas très bien, c'est-à-dire si c'est pas assez clair que tout le monde est d'accord, bah ça traîne jusqu'à au moment donné où tout le monde est assez à l'aise avec la décision et dans ce cas-là, c'est décidé et c'est inclus. D'accord. Et ça représente combien de personnes, ça, les corps dev dont tu parles? Alors, c'est difficile de dire, je peux pas te dire exactement, mais on a pas mal quand même, quelques centaines. Alors, sur l'école, il y en a pas une centaine. On trouve, je sais plus, la dernière fois, j'ai vu 20 ou 30. Après, ouais, c'est leur channel YouTube. Il y a un channel Ethereum qui font des lives, en fait, en plus. Voilà. En général, en fait, c'est les core devs, ils représentent des clients Ethereum. C'est-à-dire, il y a du GET, il y a du Open Ethereum qui s'appelait avant Parity, mais les autres. Et il faut en fait qu'ils soient d'accord les deux à implémenter ces features. Parce qu'en fait, si Get le fait, Open Ethereum le fait pas, ou l'inverse, ça va pas marcher en fait. Donc en fait, c'est même s'il n'y a pas un vrai, comment dire, il n'y a pas un vrai vote on-chain, mais si on réfléchit par game theory, c'est que il y a tous les deux qui ont tout l'incentive qu'ils soient d'accord parce que leur outil est utilisé par littéralement tout le monde, ou bien par les 99% des utilisateurs de la blockchain. Donc voilà, c'est que le consensus arrive et sans avoir besoin d'avoir des règles dures. Ok. Qu'est-ce que tu réponds justement à des gens qui pensent et qui disent que la blockchain Ethereum, elle est trop centralisée? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis pas du tout d'accord parce que, comme je l'ai dit, c'est que quoi qu'il arrive, ça c'est le process de prise de décision, mais aussi il y a le process en fait de la blockchain elle-même, comment elle fonctionne. C'est que pour moi, si c'est centralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité pour mettre des fonds sur Ethereum, alors que c'est juste pas vrai. C'est-à-dire pas sécurisé, pas décentralisé. Pour moi, ça veut dire pas sécurisé, ce qui n'est pas du tout. Comparant à d'autres blockchains qui sont beaucoup moins décentralisées. Et donc, c'est très difficile
de mettre des fonds qui sont assez grands. Et là, sur Ethereum, il y a quand même plus de 40 milliards qui est sécurisé par la blockchain. D'accord. Ouais, là, par exemple, sur la BSC, pour le coup, où il y a des nœuds dans le même endroit, c'est plus facile d'attaquer ces nœuds au même endroit que sur Ethereum où ils sont un peu partout, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, c'est le process de mining, même après pour le proof of stake, c'est une blockchain qui a déjà une masse critique en termes de participants dans le consensus, qui est assez grand. Et aussi, c'est une blockchain aussi qui a beaucoup de demandes depuis très longtemps. C'est-à-dire que même si ces grands mineurs, certains, ils vont abandonner Ethereum, il faut imaginer que des heures après, il y en aura des dizaines, bien des centaines qui vont apparaître. C'est assez similaire que Bitcoin, je dirais. Du coup, cette EIP dont on entend beaucoup parler, qui est le 1559, qu'est-ce qui change dans ce qu'on connaît aujourd'hui d'Ethereum? À qui il sert et qu'est-ce qui change? Alors, 459, ça permet de réguler ou bien automatiser la façon comment le gaz évolue, le prix du gaz, pardon, évolue. Là, aujourd'hui, le prix, il est soumis à l'offre et de la demande, ce qui est OK, mais le problème, c'est que la façon comment la façon comment le prix de gaz il est calculé, c'est très arbitraire. Les mineurs, quand ils reçoivent les transactions, ils vont les classer par ordre de celui qui paye le plus en gaz. Et dans ce qui fait, les wallets, et surtout les wallets, ils vont regarder qu'est-ce qui a été fait là, ou bien qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui est payé en fait au mineur, et ils vont toujours chercher à payer un petit peu plus. Alors imagine que chaque wallet fait ça dans le monde, et chaque wallet paye un peu plus, l'autre il paye un peu plus, et ainsi de suite. Slash, il y a des whales qui ont des grosses transactions qui veulent s'assurer qu'ils vont passer très vite. Le prix peut exploser. Il peut faire un x10 au bout de quelques secondes, ce qui n'est pas cool pour des utilisateurs. Par un exemple, je vais sur Uniswap, je fais un trade, ça me dit que c'est un $20, par exemple, c'est déjà beaucoup, mais supposons, ça fait $20, mais en fait, je paye le prix de gaz à $20 et quelques secondes après, ça va à 100. Et le problème, c'est que ça descendra pas à $20 immédiatement. Ça peut traîner pendant des heures, ce qui n'est pas une expérience utilisateur idéale. Donc maintenant, en fait, cette EIP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un algorithme qui permet de réguler le prix du gaz. Il sera automatique. On peut entrer dans plus de détails si tu veux, mais en gros, ça sera plus l'offre et la demande qui va directement impacter le prix du gaz. Ce sera un algorithme qui en fait prend l'offre et de la demande en considération et qui va ajuster en fait certains paramètres et qui aura plus du tout besoin aux wallets eux-mêmes de déterminer combien il faut payer en prix de gaz. Il suffit juste de regarder une formule qui va leur donner quel est le prix de gaz qu'ils sont censés payer. Et il y avait, si j'ai bien compris, trois cases, effectivement, celle que tu donnes, si on rentre effectivement un peu dans les détails, cet algorithme-là, ce que tu donnes aux mineurs en plus, et puis une troisième case, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors en fait, ils ont introduit ce qu'ils appellent une base fee, c'est celle qui est calculée automatiquement. Disons, c'est la base fee, elle est de $5. Je dis n'importe quoi. Ou second way, comme on veut. En dollars, c'est plus simple à visualiser. Donc, disons, c'est $5. Et en fait, comment ça va évoluer? Tout dépend en fait du remplissage des blocs. Si il y a plus de 50% de transactions, la taille du bloc va augmenter pour accueillir plus de transactions encore, pour éviter tout ce qui est congestion. Mais ensuite, il y a aussi ceux qui veulent prioriser leurs transactions pourront payer aussi ce qu'on appelle un tip, c'est-à-dire comme c'est qu'on dit en français, mais voilà, comme Un pourboire. Comme un pourboire, voilà, merci. Comme un pourboire aux mineurs pour prioriser leurs transactions. Mais la clé, c'est que la base fee, elle est brûlée. Les mineurs ne reçoivent pas la base fee. Elle est brûlée entièrement. Et les mineurs, en fait, ils reçoivent deux choses. Ils reçoivent les block rewards, comme toujours, comme en Bitcoin, et ils reçoivent les pourboires qui sont envoyés par les utilisateurs qui veulent prioriser leurs transactions. En fait, le résultat, c'est que les mineurs pourront pas manipuler la blockchain, pourront pas manipuler les frais de gaz, parce que tout simplement, le principal, il est toujours brûlé. Et est-ce qu'on sait un peu,
estimer aujourd'hui de combien ça va baisser justement les revenus de ces mineurs-là? Alors, en fait, depuis toujours, les revenus des mineurs, c'était les block rewards. Même sur Bitcoin, c'était le cas. Après, depuis l'été de cette année, et surtout là dernièrement, ça devient un peu fou avec les prix actuels d'Ethereum. Je me rappelle plus les chiffres exacts, mais on parle de entre 30 et 50% de leurs revenus, ça vient des fees, des mineurs, ce qui est énorme. Et donc maintenant, en fait, si on enlève, enfin, si on fait passer ce changement, ce EIP, ben, il faut savoir que ça va enlever 30 à 50% des revenus de mineurs qui datent depuis l'été dernier. Et donc, leur principal revenu, ce sera que les blocs rewards plus les tips. D'accord, ouais, effectivement, c'est assez énorme. Et justement, ce qui fait beaucoup de lumière à cette EIP, c'est le fait que certains fees soient brûlés. Et si je dis pas de bêtises, ça ferait que Ethereum, s'il est très utilisé, pourrait devenir déflationniste. Ouais, alors c'est intéressant parce que ça dépend de l'usage d'Ethereum. Et ça, c'est créer aussi des fondamentaux qui sont intéressants, qui est une évolution des fondamentaux d'Ethereum. Parce que si l'Ether il est utilisé, en fait, les blocs ils sont remplis. Et là aujourd'hui la taille de bloc c'est 12,5 K. Ça peut aller jusqu'à 25 K. En fait, s'ils sont remplis entièrement, ça veut dire qu'il y aura plus de Ether qui est brûlé. Euh, tu vois ce que je veux dire. Et si Ethereum, si en fait l'idée c'est que il faut voir la base fee qui est brûlée, il faut voir les block rewards et il faut voir en fait, il faut prendre la base fee qui est brûlée et la comparer avec les block rewards plus les tips qui sont générés en fait, qui sont envoyés. Et les block rewards ils sont créés. Donc en fait, s'il y a beaucoup plus de block rewards et qu'il y a moins de base fee, c'est que Ethereum n'est pas déflationniste. Et l'inverse D'accord. est vrai. Donc en fait, tout dépend en fait de l'usage de la blockchain Ethereum. S'il est assez bien utilisé, il devient déflationniste. Sinon, il reste inflationniste. Ouais, d'accord. Et s'il est utilisé au rythme actuel, il me semble qu'on serait déjà dans une configuration où il serait déflationniste, non? C'est ça, ouais. Ok. Et justement, sur cet aspect mineur qui gagnerait moins, la colère commence à gronder un petit peu du côté des mineurs parce que ça y est, le IP a été validé, il sera implémenté, on l'a dit, dans la mise à jour Londres dans quelques mois. Il y a ce risque de fork. Est-ce qu'il est vraiment important ce risque-là ou est-ce que c'est une menace qui plane aujourd'hui et puis qui ne sera pas réalisée demain? Je pense pas parce qu'en fait, les mineurs, ils ont pas trop le choix, je dirais. Après, bon, on va savoir l'été prochain. Mais je pense pas qu'ils ont vraiment le choix de ne pas suivre. Parce que il y a là maintenant 60% des mineurs, des gros mineurs qui ont exprimé qu'ils sont pas d'accord avec ce TIP. Mais bon, parce que c'est aussi des entités rationnelles qui sont là pour gagner de l'argent. Et donc, si les gros clients que tout le monde utilise vont passer sur la nouvelle version d'Ethereum, sur le hard fork de Londres, bah, ils seront obligés de suivre. Sinon, ce sera le scénario Bitcoin Cash ou le Ethereum Cash, on va dire. Il aura beaucoup moins de valeur parce que tout simplement, il n'est pas utilisé. D'accord. Mais là, j'ai vu qu'ils font une démonstration de force le 1er avril. Là, je ne sais pas si tu avais suivi ça pendant Ouais. 51 heures pour essayer de rassembler 51% de la puissance du hash rate. Ça aussi, tu penses que ça va faire plouf? Mais écoute, on peut voir, mais ouais, c'est ça. Ouais, on va voir, on verra ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que les mineurs, ils sont aussi bullish sur Ethereum parce que c'est ça leur revenu. Et je pense pas qu'ils vont vendre tout leur Ether. Et donc, en fait, ils ont tout intérêt dans la réussite de la blockchain Ethereum. Donc, je, ne- c'est très difficile de dire, mais je ne pense pas, en fait, que les mineurs vont faire en sorte qu'ils vont empêcher un upgrade qui est dans la faveur de tout le monde, de tous les utilisateurs, sauf les mineurs. Et ce revenu, il ne date que d'il y a quelques mois. C'est très dommage, en fait, de pénaliser tout le monde et de faire que d'autres blockchains comme une Binance Chain ou d'autres forks d'Ethereum vont attirer d'autres utilisateurs et ils seront out anyways. C'est-à-dire que
ce revenu, il va partir quoi qu'il arrive. Il va partir si ils vont laisser passer ce EIP. Il va partir si la réputation d'Ethereum, elle sera mise en question et la valeur de Ether risque de chuter dramatiquement. Donc, moi, je dirais si j'ai très mineur, c'est pas rationnel de dire ça. Après, c'est normal qu'ils vont réagir, qu'ils vont défendre, on va dire, leur intérêt, ce qui est OK. Mais je pense pas qu'ils iront si loin parce que ça me paraît pas très rationnel comme décision. Ouais, d'accord. Parce que là, du coup, pour bien comprendre, en fait, ils vont revenir sur leur revenu, entre guillemets, d'avant explosion de la bulle, enfin, avant l'explosion de la DeFi, en gros. Euh, Parce que c'est Après, oui, depuis il faut cet prendre été que tout est ouais. parti haut. Après, en même temps, il y a le prix du Ether qui a augmenté. Ouais. Parce que avant l'été, Ether, je me rappelle plus comment il s'était, mais 300, $400. Là, quand même, on est à 1700, 1800. Ce qui n'est pas rien du tout. Ça a monté beaucoup. Et ça reste une asset qui est où le marché il est assez bullish. On ne sait pas où ça va aller, mais quand même, voilà, c'est une asset qui a beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, leur revenu, les multiples qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire comparant à l'été dernier, ils sont assez importants. Ouais, d'accord. OK. Et alors, pour bien comprendre, du coup, là, dans quelques mois, à la mise à jour de Londres, il va y avoir cette IP d'implémenter. Et celui qui, du coup, ne va pas miner dessus, entre guillemets, il sera sur une autre chaîne, hein, c'est ça? Ouais, ils vont miner notre chaîne. C'est exactement comme un Bitcoin, Bitcoin Cash ou le reste. D'accord, ok. Et justement, toi, avec Paraswap, comment tu vas t'adapter à ce changement? Est-ce que vous avez quelque chose à faire de votre côté ou est-ce que vous n'allez même pas sentir cette nouvelle IP? Alors, si on tourne un full node, ou bien un nœud sur Ethereum, il va falloir le mettre à jour. Sinon, on reste toujours sur l'ancienne chaîne parce que c'est un hard fork, tout simplement. Ça va pas marcher. Si on utilise des Infura, Alchemy, tous ces providers, eux, ils le font. Après, c'est toujours bien de double-checker qu'ils l'ont bien fait. Donc, tous les dApps, ils n'ont pas besoin de s'en soucier en général de être sur la bonne blockchain. Il faut juste toujours vérifier, c'est tout. Si on tourne un full node, il faut le faire à la main. Sinon, en fait, les wallets qui seront les plus impactés. Aussi les dApps, je dirais, dans leur estimation de gaz. Là, aujourd'hui, on fait une estimation de gaz qui fonctionne d'une certaine façon. Là, maintenant, la façon d'estimer le gaz, elle sera plus automatisée. Donc, en fait, les wallets et les dApps, ils vont devoir juste voilà, mettre du nouveau code qui va appliquer ces formules. Et c'est dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de l'utilisateur. Même s'il continue à utiliser les méthodes d'aujourd'hui, ça va marcher parce qu'à la fin, on paye du gaz, c'est tout. Et ce qu'on paye en excédent, il sera brûlé, etc. Mais ça sera dommage de faire payer l'utilisateur plus qu'il a besoin de payer. Donc, je dirais, en termes de coût de développement, ce sera que celui-là qui est assez léger. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, du coup, votre rôle, c'est, par exemple, moi, j'ai 1000 USDT, je vais acheter un token Uniswap, par exemple, et du coup, je viens sur Paraswap, et c'est vous qui allez me dire, bah, tu vas prendre 70% sur Uniswap, 30% sur Balancer, pour pas taper trop dans la liquidité, et puis vous allez essayer de vous arranger pour que mes frais soient les plus faibles possibles, en gros, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça va changer dans la mesure où demain, entre cette EIP et peut-être les Layer 2, et on en parlera dans quelques secondes, qui vont arriver, en fait, tout ce travail de payer moins de frais, il va diminuer et vous allez vous concentrer donc sur payer moins possible les frais qui vont être brûlés et de trouver les meilleurs endroits pour choper la liquidité, en fait. Alors, moi, je dirais que de notre côté, on ne sera pas impacté parce qu'en fait, nous, ce qu'on regarde quand on calcule les prix, on regarde le gaz, mais en fait, on regarde pas le gas price, on regarde le montant de gaz que chaque DEX il consomme. Par exemple, Uniswap, il consomme, on va dire, 100K. T'as Balancer, il consomme 200K. Ensuite, ça dépend de combien de pools ils sont utilisés, donc c'est un multiple et ainsi de suite. Donc, peu importe la méthode de calcul de prix de gaz, ça impacte pas notre algorithme. C'est seulement en fait au moment de l'exécution de la transaction que on va devoir, on fait une recommandation de prix de gaz, on doit la mettre à jour.
Et quoi qu'il arrive, l'utilisateur aussi, il peut ignorer notre recommandation et faire celle de sa wallet. Et ses wallets devraient aussi prendre ça en considération. D'accord, ok. Et là, justement, c'est Layer 2 dont on entend parler beaucoup depuis quelques mois. Vous êtes un peu au cœur de tout ça, vous, en tant qu'agrégateur et en tant que, justement, vous utilisez d'autres protocoles qui pourraient être intéressants en Layer 2. Où est-ce qu'ils en sont et pourquoi ça met si longtemps à arriver? Alors, il y a certains Layer 2 qui sont déjà en production, comme Loopring, ça fait un moment, comme ZK Sync aussi. Et nous, il y a d'autres qui arrivent très bientôt, comme Optimism, comme Arbitrum, etc., qui sont des optimistic rollups. Nous, on construit sur ZK Sync, sur les ZK rollups. Et ça sera, une première version, on aura l'été prochain, juillet, août. On aura une première version qui va tourner en prod. Ouais, certains, oui, ils sont déjà live. ZK-Sync, on peut déjà l'utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, sur Bitcoin, c'est ZK-Sync qui est utilisé. On a toujours une option de payer avec du Ethereum Mainnet, mais on peut payer les grants avec du ZK-Sync. Et c'est agréable, c'est super rapide. C'est que il y a un coût pour le dépôt qui est assez important. Mais une fois qu'on a déposé sur ZK-Sync, tout le reste, en fait, on parle de 50 centimes à 1 euro la transaction. D'accord, ok. Et justement, dans la pratique, c'est encore un peu flou pour beaucoup. Comment ça fonctionnera le jour où les L2 seront là sur Paraswap, sur Uniswap ou ailleurs? Est-ce qu'il faudra effectivement, comme tu viens de le dire là, et comme c'est le cas aussi sur certains protocoles où il faut déposer en payant une transaction assez importante puisque c'est Ether vers le L2. C'est le cas sur Minter justement. Comment ça fonctionnera? Est-ce qu'on aura une action à faire ou est-ce que ça sera bon, bah, on se lève un jour et ça y est, il n'y a rien à faire, on peut Ouais. utiliser Uniswap moins cher? Alors ça, c'est Edge 2.0, ce que tu décris maintenant. Mais malheureusement, ça va arriver dans 2-3 ans. On n'a aucune visibilité. Je pense que les core dev commencent à accélérer, mais il n'y a pas de visibilité quand est-ce que sera vraiment abouti. Donc, ce que tu dis, oui, ce sera littéralement comme ça. Ce sera comme un hard fork d'un land. Bon, un peu plus compliqué quand même, mais d'un point de vue utilisateur, ça sera comme ça. On se réveille le lendemain et les prix sont divisés par 100. Ouais, Aussi sympa. bien que ça. Après, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais les layer 2, ils sont là aujourd'hui et ils feront du sens dans tous les cas parce qu'en fait, même si les frais seront divisés par 100, mais si on aura 1000 fois plus d'utilisateurs, bah, ils seront multipliés par 10 d'une façon d'une approche assez naïve. Mais voilà. Après, dans ce cas-là, les layer 2 feront toujours du sens. Les layer 2, malheureusement, oui, il faut une action pour déposer des fonds sur les layer 2. Et c'est une transaction sur Ethereum. Mais je dirais ce qui est sympa, c'est que aussi cette EIP, vu qu'elle va casser un peu l'évolution du gaz, elle va enlever en fait ces spikes un peu fous du prix de gaz. On pense, on espère en tout cas, que les coûts de dépôt ils seront pas si fous que maintenant. D'accord. Par exemple, hier j'ai déposé $200, 200 USDC sur ZK-Sync. J'ai payé 50 balles quand même, c'est beaucoup. C'est un quart Ouais, c'est énorme. de ce que j'ai mis. C'est énorme. Mais je pense que si j'allais le faire dans un moment où le gaz il est plus calme, bon, ça va peut-être me coûter 10 ou 15. Ça reste beaucoup, mais quand même, c'est pas 50. Ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est de plus en plus difficile de trouver des moments où le gaz est calme, parce qu'à une époque c'était le dimanche soir. Même maintenant le dimanche soir c'est compliqué. Mais ça veut dire que potentiellement à l'été, EIP 1559 et les Layer 2 sont là pour calmer le jeu, c'est certain. Ouais, Ouais, à ouais, l'été ouais, c'est sûr qu'on sera. je pense que ça va calmer, ouais. L'été, ouais. C'est juillet, j'espère. Et donc du coup on pourrait imaginer des transactions à quelques centimes au lieu de quelques dizaines ou centaines d'euros aujourd'hui, quoi. Sur les R2, oui. Après, en fait, ça va pas. Les prix de gaz, ils vont toujours être importants hein, parce que c'est toujours question d'offre et de demande. Donc, quoi qu'il arrive, la seule chose en fait, c'est que la croissance du prix, elle sera faite par étapes. J'avais un document ici, je peux le checker, mais en fait, c'est aujourd'hui un x10 du prix de gaz. Ça peut arriver au bout d'un bloc, c'est-à-dire au bout de 15-20 secondes.
le prix peut faire x10 du gaz littéralement. Et beaucoup de gens peuvent rester, en fait, leur transaction pourra traîner pendant des heures, voire des jours. Là maintenant, en fait, avec cette utilité, attends, je peux te trouver ça, mais pour que le prix du gaz il double, ça prend plusieurs blocs. Ou bien pour qu'il fasse un x10, ça prend 20 à 25 blocs. Donc, ce qui est quand même, ça donne beaucoup de marge pour que le prix fait x10. Un bloc, c'est 15 secondes. Donc, disons, ça prend 5-6 minutes pour que le gaz puisse faire x10. C'est quand même court, mais c'est pas comme 20 à 30 secondes. Ouais, effectivement. Et le fait que les blocs puissent s'adapter en termes de taille, là aussi, est-ce que ça fait que les transactions vont aller plus vite de facto? Ouais, je pense que oui. Parce que ouais, si tu le vois aujourd'hui, la taille, c'est 12,5. Demain, on peut même doubler. Et donc, aujourd'hui, la congestion, ben, ça peut arriver à tout moment. Mais demain, en fait, ce sera pas le cas parce que tout simplement, s'il y a beaucoup de demandes, on peut aller faire même x2. Donc, en théorie, et bon, je pense que tu as raison, en théorie, oui, les prix de gaz devraient baisser. Je dis que je suis pas sûr parce qu'en fait, avant, la gaz limite, c'était de 10K. Enfin, pas 10K, pardon, c'est 10 millions de gaz. C'est 10 millions. Maintenant, c'est 12,5 millions. Ils ont augmenté les mineurs à 12,5 et ça n'a littéralement rien changé. Les prix de gaz, ils allaient rester tels quels, avec les mêmes patterns. Donc, on pense que peut-être le double, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas de certitude. On verra en fait ça dans l'action l'été prochain. D'accord, ok. Et une dernière question avant de conclure notre échange qui articule un petit peu tout ça. De plus en plus, on entend parler de ces V3 et de ces Layer 2 qui pourraient apporter son lot des airdrops dans beaucoup de protocoles. Est-ce que tu penses effectivement que ça peut être de pair entre les Layer 2 et les airdrops pour récompenser les premiers utilisateurs de protocoles qui n'ont pas encore leur token, dont Paraswap, et notamment rembourser une partie des frais exorbitants, entre guillemets, qu'ont pu subir les utilisateurs dans la première partie d'Ethereum? En fait, c'est principe. Nous, on avait fait un programme avec Melon, justement en fait pour aider un peu les utilisateurs voilà, avec les frais de gaz qu'ils payent avec du Melon. Alors, il faut faire, évidemment, il y a des conditions, mais je pense que c'est pas déconnant. Et en fait, c'était pas nous qui avons inventé Stylé, c'était Balancer, justement, qui ont inventé Stylé. Ils ont mis un budget de 200K par mois ou quelque chose comme ça, ou 200K par semaine. Et toutes les transactions à partir d'un certain montant, sous certaines conditions, ils auront la moitié du gaz qui sera remboursé en balancer. Et donc nous, on a fait, nous on n'a pas de token, mais on l'a fait avec Melon. L'idée aussi, c'était pareil, dire jusqu'à la moitié des faits de transactions, on rembourse les utilisateurs. En fait, c'est un contournement aujourd'hui de ces frais qui sont impossibles. Pour aider les utilisateurs à au moins voilà ne pas payer la totalité. Ok. Et vous, à Paraswap, vous avez l'ambition de sortir un token prochainement ou pas? Oui, on aura un token prochainement. Je pourrais pas encore dire quand, mais ça va pas trop tarder. Qui aura des utilités un peu dans l'amélioration du protocole. Ok. Merci beaucoup, Mounir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair maintenant dans cette EIP. Et donc aussi sur Paraswap, qui peut être utilisé dès aujourd'hui, avant même, parce que vous êtes déjà en V3, vous, de votre côté, en plus. C'est ça, en fait. C'est la version des smart contracts et de l'interface qu'on appelle V3. Qui, en gros, comme tu peux imaginer, il y a l'interface et des améliorations de l'expérience. Mais les smart contracts, c'était que des améliorations dans le gaz. Ouais, et là, on aura une V4 bientôt. Et le but, c'est ça aussi, c'est de réduire le gaz. On l'a coupé de 20 à 30% dans la V3. On va le couper encore de 20 à 30% encore dans la V4. Et c'est ça, en fait. Avant, ce qu'on faisait sur la smart contract, c'était de rajouter des features. Maintenant, en fait, on passe 80% de notre temps smart contract à optimiser le gaz. Merci beaucoup, Mounir, d'être venu apporter ton éclairage sur cette EIP 1559 et sur les Layer 2 notamment. Je vais donc peut-être passer quelques transactions supplémentaires sur Paraswap pour, au pire, payer moins de gaz, au mieux, bénéficier d'un airdrop prochainement alors.
J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire et à nous souffler d'autres thématiques ou personnalités que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.